Donc, merci effectivement de donner la parole. Je pense que c'est important effectivement de pouvoir échanger, échanger avec des pairs et d'avoir donc des bonnes pratiques ou des mauvaises pratiques aussi. L'erreur est aussi, voire même plus intéressante finalement que la réussite, en tout cas plus chargée d'enseignement pour ce que moi j'en conçois, j'en comprends. Donc nous sommes fabricants et concepteurs de robots collaboratifs. On les commercialise sur un mode un peu particulier. Je vais vous faire une présentation assez rapide et puis je vais m'arrêter dans ce quart d'heure qui m'est donné sur quelques points un peu saillants de la levée de fonds et des pièges et de ce que j'aurais fait différemment si j'avais à le refaire aujourd'hui pour être plus efficace. Alors, j'ai juste euh, alors, je fais du plein écran, mais je vois pas, j'ai le bandeau qui s'affiche, qui me cache. Bon, c'est pas très grave. Qu'est-ce que l'on propose aujourd'hui? À quelle question, pardon, on apporte une réponse? C'est le gain de flexibilité dans les entreprises avec la volonté toujours de préserver les opérateurs des tâches répétitives, pardon. On fait ça au travers de robots collaboratifs uniques au monde, hein, puisque c'est nous qui les concevons dédié pour l'instant au ponçage. Et vous voyez les trois modes qui permettent de l'utiliser, soit en assistance à l'effort. En bas à gauche, c'est Dassault Aviation, par exemple. Mais on a livré deux machines à Toulouse la semaine dernière chez Airbus pour faire sensiblement la même chose, poncer sous le ventre mou le ventre mou, pardon, des avions. Le robot peut travailler en autonomie. C'est une machine autonome. On peut lui démontrer des points et elle va ensuite réaliser au contact des opérations en gérant un effort presseur précis pour obtenir une qualité de ponçage uniforme. Et on peut aussi travailler en parallèle, c'est-à-dire là, bas à droite, vous voyez la SNCF par exemple, un opérateur en train de travailler sur une pièce. Parfois, il travaille même sur la même pièce que le robot. Pour la petite histoire et l'anecdote, cette photo, je l'aime beaucoup parce que c'est notre premier robot. Il est blanc parce qu'on n'a pas eu le temps de le peindre. Donc, je reviendrai sur la chronologie tout à l'heure. Je vous donnerai quelques éléments. Ça a été effectivement extrêmement rapide. Donc, on l'a envoyé alors qu'on n'avait même pas eu le temps de peindre la machine. La notion d'équipe, elle a été évoquée, elle est primordiale. Nous sommes deux fondateurs, donc moi-même, Yvan Méasson, 15 ans de développement robotique, j'ai été chef de labo et business développeur au sein du CEVATech, ce qui m'a permis d'avoir une solide assise en technique, bien évidemment au départ, puisque c'était le début de ma carrière professionnelle, mais aussi managériale et compréhension du business, puisque c'est moi qui vendais les actions du CEA. En tant que business développeur, j'ai pu me faire une culture industrielle un peu plus solide. Max da Silva Simões, lui, vient de l'industrie. C'est un expert dans le contrôle système temps réel, donc tout ce qui est logiciel, là où moi je suis plutôt mécanicien. Et à tous les deux, on a créé EasyBo. C'est moi qui l'avais embauché au CEA et c'est moi qui l'ai débauché également du CEA. Donc voilà, les deux fondateurs. Ensuite sont venues deux compétences complémentaires à la faveur des deux levées de fonds, en plus, de manière vraiment synchrone. La première personne, c'est Philippe Van Sompel, en bas à droite, qui nous a rejoint donc à la faveur de la première levée de fonds en décembre 2017 et qui a crédibilisé, si vous voulez, une partie importante qui nous manquait. Enfin, c'était la partie industrielle, connaissance du tissu industriel et commercial. Donc, en tant que il a 25 ans d'expérience derrière lui dans la robotique, il a pu nous crédibiliser ça. Dans un deuxième temps, à la faveur à la faveur de juste après la première levée de fonds, pardon, Dominique Trancard nous a rejoint et lui a pu crédibiliser, si vous voulez, la partie industrielle et la partie il s'occupe de la partie achat, suivi industriel, mise en place des process qualité. On est tous les quatre à la tête d'Isibo, donc on forme le conseil, le comité exécutif en fait d'Isibo, et avec des compétences, comme je le disais, qui se sont agglomérées au fur et à mesure des besoins de l'entreprise et au fur et à mesure des moyens et des objectifs qu'on lui donnait. Euh, on a parlé Kobo déjà, donc je vais en parler très vite. Les robots collaboratifs, c'est une sous-branche de la robotique industrielle. Nous, on distingue, le CETIM également, par exemple, a quasiment même niveau de distinction. Les robots qui sont des robots collaboratifs coexistants, qu'ils soient mobiles ou que ce soit des bras comme Universal Robot, qui a été cité précédemment. Nous, on va un cran plus loin. On a une machine qui est très légère et on fait donc des robots interactifs, des robots collaboratifs interactifs, au sens où c'est l'opérateur qui dirige la machine et qui la programme au moyen de deux boutons. Donc, on a fait en sorte, je vais passer une vidéo ici pour vous montrer comment. Non, voilà, c'est l'inverse de ce que je voulais faire.
C'est un robot qui est très facile à employer, qui a été conçu avec des carrossiers et pour les carrossiers. Donc, au travers de diverses expériences, on a été vraiment très loin dans l'expérimentation et les tests d'une première maquette avant de concevoir cette machine pour arriver donc à une machine, comme vous le voyez, qui est déplaçable, elle est montée sur des roulettes, on la met où on veut dans l'atelier, et sans connaissance a priori de la pièce, on peut en moins d'une minute définir des programmes et des gammes de ponçage. Donc je reprends là les trois modes que j'ai rapidement introduits tout à l'heure. Le premier mode, c'est le mode assistance. Donc le robot se comporte un petit peu comme un exosquelette. Il vient appuyer et vous dirigez l'effort presseur sur la surface, là où vous voulez que le robot ponce. Voilà, donc ça permet deux choses. D'une part, de ne pas avoir d'effort presseur à fournir. On porte aussi l'aspiration, donc c'est du poids et de l'effort, le ponçage. Et deuxième intérêt, c'est qu'on filtre des vibrations, donc les opérateurs ne sont plus exposés à la principale génération en fait, de troubles musculo-squelettiques, ce sont les vibrations dans le poignet. On a un cardan à l'extrémité qui assure une perpendicularité constante du Kobo sur la surface et donc qui permet d'avoir un résultat optimal. C'est très innovant et on a parlé crédit d'impôt recherche, on a eu largement, on a eu recours, on a été lauréat iLab aussi, on a bénéficié du PAI, du PA, on a ensuite eu un InnovUp, donc un PIA 3 qui s'est terminé en décembre et on enchaîne avec un concours d'innovation pour faire une machine de plus forte charge, capable de soulever 35 kg, qu'on destine à des usages sensiblement différents, beaucoup plus larges, des usages type manutention. Là, voilà, c'est pour la partie automatique. Sur la vidéo, vous voyez, j'apprends 4 points. C'est très simple, on n'a aucune connaissance a priori de la pièce. Et ensuite, le robot vient au contact, vérifie qu'il y a un contact, applique l'effort, lance la ponceuse et libère complètement l'opérateur du ponçage de la fenêtre qu'il a montré. Et le dernier mode, c'est un mode où on fait de l'apprentissage en mode assistance, comme vous l'avez vu, et le robot rejoue les trajectoires. Donc, toute la machine est opérée grâce à ces deux boutons que vous voyez là-haut. Et c'est tout. Et c'est principalement pour ça qu'aujourd'hui, on a réussi à en vendre, à en placer à la SNCF, chez Dassault, chez Safran, il y en a trois dont un en Allemagne, un en Allemagne chez Airbus, deux à Toulouse. Donc, bref, beaucoup dans le transport. Autant dire que le Covid ne nous a pas aidés ces derniers mois. Néanmoins, voilà, on a livré la semaine dernière, comme je vous le disais, à Toulouse de machines, donc on arrive à s'en sortir. La différenciation, ça, je passe très vite là-dessus parce que c'est très spécifique à notre produit et ça vous apportera pas grand-chose. Mais il faut être très clair là-dessus, il faut y passer beaucoup de temps. Pourquoi, à mon avis? Pourquoi votre client peut accepter d'acheter cette machine? Quels sont les leviers? Donc, quelle est la proposition de valeur? Et pourquoi vous êtes les seuls à pouvoir le faire de la façon dont vous pouvez le faire? Ça, c'est essentiel. Et ne rien laisser non plus au hasard sur la partie industrialisation et la partie conception de produits, plus la partie commerciale, je vais y revenir un petit peu dessus. On a mis en place immédiatement aussi quelque chose qui m'apparaît rétrospectivement très important, c'est un engagement progressif pour le client, donc une offre progressive. L'essai de faisabilité, qui dure 2 jours, hein, classiquement, pour tester avec l'opérateur dans l'atelier, la machine, son process, et pouvoir vérifier déjà avec les opérateurs un premier niveau d'acceptabilité. Ensuite, on aurait pu se dire, bien, on met en place la vente. Donc la vente, effectivement, c'est une machine clé en main, prête à l'emploi, moins d'une demi-journée de formation, tout ça est carré. Néanmoins, on s'est rendu compte que il y avait un problème de passage à l'acte entre guillemets, notamment parce que le ROI n'est pas forcément immédiat à établir. Il y a plusieurs dimensions là-dessus. Donc, on a mis en place une offre de location et on a aujourd'hui un parc de Kobo qui sont financés. On a des financeurs on fait du sales and leaseback, hein, qui nous achètent nos machines, on les loue et on ensuite à nos clients. Ça permet pour des durées très variables de 2 à 12 mois de tester, de mettre en œuvre la machine. Donc on a 3 niveaux, si vous voulez, d'engagement qui permettent à nos clients de ne pas avoir besoin de recourir directement à l'achat, ce qui est quand même comment dire, assez difficile à imaginer, si vous voulez, entre une preuve de concept de 2 jours et un investissement ensuite à 130 000 euros, puisque c'est le prix marché aujourd'hui. Et cette offre de location qu'on imaginait très intéressante pour les PME qui ont des capacités d'investissement finalement assez faibles, s'avère encore plus intéressante dans les grands groupes parce qu'elle déplace le centre de décision. Donc, le centre de décision qui est normalement un comité de financement, on passe de CAPEX en OPEX finalement, et on a en moins de 15 jours
la décision qui est prise de tester la machine sur plusieurs mois. Et ça, c'est vérifié. On a un hit rate de 90% lorsque l'on a mis une machine en location. Le marché des cobos, je passe, ça concerne pas, ça vous intéresse pas au premier chef. Pourquoi on est passé, un pivot ou en tout cas une extension de gamme qu'on a décidé il y a 2 ans et pour lequel on a fait une levée de fonds donc en avril dernier, en plein Covid, on l'a signé vraiment le 16 avril l'année dernière. Donc c'était au pire de la crise. On l'a essentiellement motivé sur 2 axes de développement. Le premier, un développement commercial à l'étranger avec l'ouverture du marché allemand et du marché italien. Mais bon, il me semblerait qu'on vende d'abord une machine Airbus Espagne avant, donc peut-être qu'on va d'abord ouvrir l'Espagne. Et un axe de développement, une extension de gamme pour passer d'une machine de 10 kg à 35 kg, comme je l'ai dévoilé un petit peu tout à l'heure, pour des opérations de plus de manutention. Donc un marché beaucoup plus large avec des qualités vraiment uniques, au monde. Ça peut vous intéresser, c'est la timeline. Donc en fait, comment on en est venu à créer EasyBo. Ça a été 3 ans de développement et d'incubation au sein du CEATEC auparavant. Donc une création en novembre, beaucoup de tests pendant plus de 6 mois auprès de la SNCF, auprès de Dassault, mais auprès aussi de beaucoup de PME et beaucoup d'autres acteurs, pour finalement arriver à une première levée de fonds de 800 000 € en décembre, qui nous a permis de mettre en place nos premières machines en 2018. Et première machine en production à peu près au milieu de l'année. Donc, en termes de progression, le chiffre d'affaires, ça a été 500 000 en 2017, essentiellement des machines de type plutôt dans l'innovation. 2018, ça a été 500 000 mix innovation industrie, comme je le disais tout à l'heure. Et en 2019, avec le développement commercial qui a été initié en 2018 et la signature d'un partenariat de diffusion avec la société Europe Technologies, GB2, on a plus que doublé notre chiffre d'affaires en 2019, fait notre premier export en Allemagne et convaincu Airbus d'acheter la première machine. Donc 2020 a été une année blanche au sens où on est revenu à peu près, peu ou prou, au chiffre d'affaires de 2018. Cette année, on doit revenir au chiffre d'affaires de 2019, notamment grâce à Airbus et SNCF qui renouvellent encore des machines. Donc ça, c'est très important effectivement quand on commence à avoir des track records. Il y a des clients qui achètent non pas une, mais 2, 3 machines et qui commencent à les déployer dans le cas d'Airbus dans toute l'Europe. Développement de nouveaux usages, je passe là-dessus. J'en ai terminé pour la présentation. Juste expliquer que de notre côté, la première levée de fonds s'est faite sans aide. Et je le regrette aujourd'hui pour une raison simple, c'est que j'ai ouvert beaucoup de portes. Les gens sont toujours avides, si vous voulez, d'informations et d'avoir accès à un expert d'un domaine qui n'ont pas forcément ni la volonté ni les moyens d'investir à un instant donné. Ça, c'est une information qui va vous être, alors quand vous êtes ingénieur comme moi, hein, ou plutôt chercheur, qui va vous être très difficile à dénicher. Les leveurs de fonds sont là pour vous accompagner d'une part dans la forme, ce qui est hyper important véritablement, mais aussi pour faire gagner beaucoup de temps en ciblant les personnes dont les véhicules d'investissement sont actifs, pour lesquels votre société rentre parfaitement dans les niveaux d'investissement ou les risques qu'ils sont prêts à prendre en amorçage, en développement, etc. Moi, je peux que vous conseiller de vous faire accompagner sur ces sujets-là parce que lors de la deuxième levée de fonds, ça a pris à peu près autant de temps finalement, mais avec un engagement personnel bien moindre. Voilà pour ma présentation. Je vous remercie. J'avais une petite question justement par rapport à ce temps. Oui. Tu as déjà eu des retours de la part de certaines sociétés qui avaient des fonds, de savoir ça prenait pas plus de temps de lever 5 millions que de lever 500 000 € en fait. Alors moi, je peux comparer 800 et 1,7 million. Mais oui, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, c'est le même effort, c'est le même travail. En plus, simplement, voilà, vous le faites plus efficacement quand vous êtes accompagné. C'est certain, il vaut mieux aller chercher, si votre projet est crédible sur plusieurs millions de levées de fonds, il vaut mieux aller chercher tout de suite plus de fonds que vous ne saurez en dépenser, ou que vous pensez plutôt, dont vous pensez avoir besoin. Parce que c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment
Ouais, c'est vraiment consommateur de beaucoup de temps et on se plante toujours dans les prévisions des prévisions de temps de développement, notamment technique, hein, mais aussi commercial. On a toujours tendance, j'ai l'impression, à sous-estimer le temps qu'on y passe, même en étant assez pessimiste.